Oui, la Seine. On dit que ces quais réunissent les amoureux du monde entier. Cependant, la ville est séparée en deux. La rive gauche, qui depuis la construction de l'université et du monastère est considérée comme la rive des intellectuels un peu bohèmes, et comme celle des révoltes. En 1968, les manifestations étudiantes commencèrent place Saint-Michel, là où se trouve la fontaine Saint-Michel. Construite en 1860 par Daviou et décorée par les sculptures de Duret. On peut commencer sa découverte de Paris par ici, quand on est nouvel arrivant. Dans les rues et les ruelles pittoresques, sur lesquelles plane depuis longtemps une odeur de pizza et de couscous. On se sauve alors vite vers les quais de la Seine, vers les stands des bouquinistes. Auparavant, les étudiants y achetaient leurs livres, leurs bouquins, de là vient le nom. Aujourd'hui, on trouve surtout des amateurs de vieux graphiques, de plans historiques et de livres d'antiquité, qui veulent faire des affaires. Au quartier latin, le quartier des étudiants, il y a la plus grande université française, la Sorbonne. En 1254, Robert de Sorbonne fondit un collège qui fut repris environ 400 ans plus tard par le cardinal Richelieu. Depuis 1821, on trouve dans le gigantesque complexe les directions universitaires. Dans ce quartier animé, il y a aussi des plages de calme, comme la place Fürstenberg. Le peintre Delacroix avait déjà admiré sa beauté. C'est là que se trouvait son atelier. Delacroix, un des grands hommes français. Les plus grands d'entre eux sont enterrés au Panthéon, un mausolée national qui était à l'origine une église. Ils sont tous réunis là. Voltaire, Rousseau, Victor Hugo, Zola et plus de 50 autres personnalités encore. À proximité du Panthéon, dans le jardin du Luxembourg, un parc baroque, ne se reposent pas que des étudiants. Le parc a reçu son nom du château du Luxembourg, construit de 1615 à 1631. La retraite de veuvage de Marie de Médicis, aujourd'hui siège du Sénat français. Les familles, les amoureux se retrouvent ici, surtout le week-end, ainsi que les capitaines des grandes villes avec leurs bateaux miniatures. Nous considérons aujourd'hui que les boulevards du quartier sont typiques de Paris. On y fait du shopping, les cafés, les bistrots et les stands sont alignés côte à côte. Mais personne ne pense qu'au temps de Napoléon III, son préfet, le baron Haussmann, restructura radicalement la ville. On rasa 20 000 maisons, on en reconstruisit 40 000. Les rues, droites, étaient bonnes pour les défilés militaires, mais elles détruisirent les constructions de jadis. Cependant, la vie parisienne se manifeste encore sur les boulevards. Laissez faire, laissez aller. Même à l'ombre de l'église de Saint-Germain-des-Prés. On ne sent pas le pouls de la grande ville dans les petites rues derrière l'église. Des vieilles boutiques, des petits cafés au bord de la rue, des légumes, du poisson. Sans l'odeur du fast-food et du couscous. Ça, c'est la rue de Bussy, avec ses petites rues adjacentes. Une idylle, et qui le reste. Le quartier latin, le boulevard Saint-Germain, le boulevard Saint-Michel, des endroits et des noms qui rendent aussi un peu triste.
Où sont-ils passés les chansonniers et les poètes, les bohémiens? La technique les remplace aujourd'hui. La rive gauche n'est pas seulement un lieu pour les visiteurs à la recherche du temps perdu, au quartier latin. Là où les trains partaient et arrivaient de province, à la gare d'Orsay, se trouve aujourd'hui un musée renommé où est rassemblée la plus grande collection de tableaux impressionnistes. La gare fut construite en 1900 en face du Louvre comme pièce décorative pour l'exposition universelle. La gare, qui malgré son apparence élégante, devait être rasée dans les années 60. Une des inaugurations de musées les plus réussies eut lieu entre 1978 et 1986. L'architecte milanais Aruenti créa un cadre hors du commun pour les collections, surtout pour les collections de peintres français d'art déco et les impressionnistes. Mais les sculptures, ici une de Rodin, ont aussi rendu le musée d'Orsay célèbre. Cette sculpture, une petite danseuse de 14 ans, est d'Edgar Degas, un des rares impressionnistes qui travailla aussi en tant que sculpteur. Le peintre Degas est devenu célèbre avec ses tableaux aériens de danseuses, un thème qu'il représenta souvent. Les coquelicots à Argenteuil de Monet est un chef-d'œuvre impressionniste. De même, le Déjeuner sur l'Èbre d'Édouard Manet, tableau qui fit scandale au Salon de 1863. Elle devint le manifeste d'un groupe de peintres qui cherchaient à fixer l'instant et la lumière dans leurs tableaux. Du nom impressionniste attribué ironiquement, ils firent un programme. Van Gogh est aussi un des plus grands artistes du XIXe siècle. Voilà son autoportrait, qu'il a peint dans une maison de santé. Qui ne s'arrêterait pas devant un Gauguin pour voir la magie polynésienne avec les yeux de l'artiste. Auguste Renoir a représenté dans le bal de la Moulin-Galais la joie de vivre du peuple parisien. L'ambiance de Montmartre en peinture. Voir Renoir, mais aussi voir Sisley, Toulouse-Lautrec, Cézanne et bien d'autres encore. Tout cela rend un séjour à Paris si précieux. De plus, on trouve rive gauche un monument d'un style particulier. Celui qui, dit-on, est le plus beau monument religieux de France qui a été construit depuis la Renaissance, le Dôme des Invalides. Sous la coupole de 105 mètres de haut repose le Français le plus célèbre, et peut-être même le plus représentatif, Napoléon. Le Dôme des Invalides prit sa forme actuelle au XVIIe siècle, sous Louis XIV. Une maison pour soldats retraités ou malades était déjà en place en 1604. Le cercueil de Napoléon, cercueil de porphyre finlandais rouge, repose sur un socle de granit vert. Le petit Corse, qui monta en grade de simple lieutenant au poste de général, qui fut premier consul, puis empereur de tous les Français, a refaçonné l'image de la France et de l'Europe tout entière. Lorsqu'il mourut en 1821 dans son exil de Sainte-Hélène, le monde avait radicalement changé.
Même sa ville, Paris, avait un nouveau visage. L'école militaire, par contre, avait déjà été instituée par Louis XIV. Le bâtiment d'époque classique, une école militaire pour officiers, a été construit sous l'initiative de la maîtresse du roi, Madame de Pompadour. Elle éleva ainsi un monument à la gloire de ses protecteurs. En face de l'école militaire, en direction de la Seine, se trouve le champ d'exercice. Un champ qui porte en l'occurrence le nom du dieu de la guerre, Mars. Le champ de Mars, aujourd'hui transformé en parc, relie l'école militaire et la tour Eiffel. Avant de nous consacrer à la construction de fer de M. Eiffel, regardons de l'autre côté de la Seine. Exactement dans l'axe de l'école militaire, on trouve la tour Eiffel, le palais de Chaillot avec ses musées. À l'avant de la place du Trocadéro, toujours très visitée par les touristes, on a une vue d'ensemble imprenable. Gustave Eiffel a créé la véritable image de marque de Paris avec sa construction de fer de 300 mètres de haut. L'esthétique technique de cette œuvre, réalisée en 1889 pour l'exposition universelle, a trouvé de son temps plus d'opposants que de partisans. À cette époque, on préférait le parc des expositions, un grand hangar de verre et de fer auquel on accédait en passant par la porte de la tour Eiffel. Ce hangar n'existe plus depuis longtemps. À sa place, on a aménagé le champ de Mars. La tour Eiffel, elle, a survécu. Et avec elle, la plus belle vue de Paris. Tournons-nous maintenant vers l'autre Paris, le Paris bourgeois, les quartiers royaux, le Paris du gouvernement, le Louvre, les Champs-Élysées, mais aussi Montmartre. En un mot, la rive droite. La rive droite et ses arrondissements. Mais par où commencer? Par la tour Saint-Jacques peut-être. Ce clocher se dresse juste derrière l'île de la Cité. L'église elle-même fut rasée en 1802. Les chimères et les figures saintes ne peuvent pas faire concurrence à celles de la cathédrale, mais elles protègent, pour ainsi dire, la place du Châtelet. Jusqu'à la Révolution, il y avait ici une forteresse d'où on contrôlait les ponts qui menaient jusqu'à l'île de la Cité. Ici se trouvent aussi deux grands théâtres parisiens face à face, construits par Daviou, que nous avons déjà mentionné comme architecte de la Fontaine Saint-Michel. À quelques pas de là, le parvis de l'Hôtel de Ville. La ville y est administrée depuis 1356. La construction médiévale fut remplacée par un palais Renaissance dans le style des châteaux de la Loire. C'est à ce bureau que le maire de Paris décide du destin de la ville. Si l'on prend part aux réceptions officielles, on peut se laisser impressionner par l'intérieur pompeux de l'Hôtel de Ville. Jusqu'en 1830, les exécutions publiques se faisaient sur ce parvis. Le mot hôtel se retrouve aussi dans l'expression hôtel particulier, un terme utilisé pour dénommer les palaces de la noblesse parisienne. On en trouve beaucoup dans les quartiers du Marais, entre l'Hôtel de Ville et la Bastille. Un grand nombre de ces hôtels particuliers sont restaurés. Quelques hôtels musées, comme par exemple ici l'hôtel Carnavalet, qui est aussi le musée de la ville de Paris. Ces hôtels ont presque tous une cour intérieure avec un jardin privatif.
séparée de la rue par de hautes murailles. Le vieux palais a été construit par l'architecte François Mansart au XVIIe siècle. Dans les 80 salles, on peut y visiter de nos jours une exposition sur l'histoire de Paris, avec des peintures, des sculptures et des reliques des siècles passés. Une place d'honneur est réservée à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, document datant de 1789. Un an plus tard, on fêtait pour la première fois le 14 juillet en commémoration de la prise de la Bastille. Chartillan a immortalisé l'instant dans une fresque magistrale. Les citoyens et les soldats s'y embrassent. On peut reconstruire l'histoire de Paris à travers ces tableaux. Une leçon d'histoire par excellence. Au fait, l'hôtel Carnavalet était un lieu de rencontre pour intellectuels qui entretenaient des causeries mondaines. C'est ainsi que la très fine Madame de Sévigné, qui participa activement à une critique de l'actualité mondaine, nous offrit sa vision de Paris. L'hôtel Salé, construit avec l'argent des impôts prélevés sur le commerce du sel, a aussi été restauré et accueille dans ses murs la plus grande collection d'œuvres de Pablo Picasso, ce génie incontesté du XXe siècle. Ici encore, on retrouve la même disposition architecturale, celle d'un petit château, telle qu'elle fut en vogue jusqu'au XVIIIe siècle. Après plusieurs séjours dans la capitale, Picasso s'installa à Paris en 1904. Voilà un autoportrait datant de 1901. Voilà comment il se voyait lors de son arrivée à Montmartre. Et voilà comment le photographe le voyait au même instant. L'atelier de Picasso était toujours rempli d'amis et de collègues peintres. Voici la Russe Olga Koklova, sa troisième muse. Une œuvre de 1917. Après sa période cubiste, Picasso retourna à la peinture figurative. Et voici encore un portrait d'Olga. On voit bien la progression qu'a suivi l'artiste jusqu'en 1929, époque où il a peint ce tableau. À l'hôtel Salé, on peut suivre toutes les époques stylistiques de Picasso. Ce portrait vient de la période bleue. Il fut encore peint à Barcelone. Les deux frères de 1906 de la période rose, puis les influences du cubisme, Sacré-Cœur. Paul habillé en arlequin de 1924. Plus tard, Picasso a peint néoclassique pour s'adonner de plus en plus à ses productions expressives et déformantes. Au musée, on peut voir aussi ses sculptures originales. Paris a toujours été une ville de contraste. Des hôtels particuliers à côté de petites maisons bourgeoises. Haussmann a changé la ville de façon radicale, contre l'air du temps. Aujourd'hui encore, on critique les nouvelles constructions. Par exemple, le centre Pompidou. Les architectes Richard Rogers et Renzo Piano ont laissé courir tous les tuyaux d'alimentation à l'extérieur de l'édifice. Certains disent même que Beaubourg ressemble plus à une usine qu'à un musée. D'autres, d'avis contraire, considèrent que c'est une expression contemporaine idéale. En tout cas, Paris a encore montré ce que voulait dire innover. Et presque 10 millions de touristes par an lui en rendent hommage. Les collections d'art et les expositions itinérantes y sont aujourd'hui acceptées. Dans le complexe futuriste, la fontaine Stravinsky de Niki de Saint-Phal et de Jean Tinguely a presque l'air anodine. Ici, tous les touristes veulent appuyer sur le bouton.
Aujourd'hui, les loyers grimpent dans ce quartier de manière astronomique, mais c'était auparavant un quartier pauvre, un quartier à assainir selon les urbanistes. Le ventre de Paris, c'est là que les marchands avaient leur mot à dire. Dans le café au pied de cochon, qui se trouvait en face des Halles, on pouvait manger la meilleure soupe à l'oignon de la ville, 24 heures sur 24. Les Halles étaient, tout comme la Tour Eiffel, typiquement parisiennes. La forme ronde des Halles est restée, symboliquement. Quand les Halles devinrent trop petites pour l'énorme marché du plein centre-ville, on les déplaça en banlieue parisienne. L'art et l'urbanisme moderne ont refoulé tout un peuple bigarré de marchands, de bonnes, de souteneurs, de clochards et bien d'autres encore devant l'église Saint-Eustache. Le quartier soi-disant malfamé devint un quartier chic. Le Forum des Halles fait aussi partie du ventre de Paris. Un énorme centre commercial surgit de nulle part. 300 000 personnes s'y ruent chaque jour. On y trouve restaurants, cinémas, discothèques, cafés et manèges. Les façades des rares maisons que la grande restructuration a épargnées se reflètent dans les bâtiments de verre. Le Nouvel Opéra de Paris, place de la Bastille, est moderne et bien dans l'esprit du siècle. Au centre du sens giratoire, le génie de la victoire, appelé la colonne de Juillet en Allemagne. Elle a été construite à la mémoire des victimes de la Révolution de Juillet. C'est l'endroit où se trouvait, jusqu'en 1789, la Bastille, une prison lugubre et terrible, et qui le resta jusqu'au jour où le peuple assaillit la Bastille, transformée en bastion de défense des forces de Paris, un 14 juillet, aujourd'hui fête nationale. Le symbole de l'oppression. Tout commença au matin du 14 juillet 1789, quand les citoyens de Paris s'emparèrent des armes au dôme des Invalides et marchèrent sur la Bastille. Ils attaquèrent comme un seul homme. Rapidement, les soldats de la Bastille hissèrent le drapeau blanc. Quelques jours plus tard, les murs du bâtiment détesté furent détruits. La prise de la Bastille marqua le début de la Révolution française. Le roi et la reine furent destitués. On voit ici le roi Louis XVI et Marie-Antoinette se faire leurs adieux en prison, en larmes, surveillés par le gardien de prison Rochet. Louis XVI est mort le 21 janvier 1793, place de la Concorde, guillotiné. La même année, en octobre, Marie-Antoinette subissait le même sort. Les temps changèrent, même pour le palais royal. Le palais du Louvre, qui aujourd'hui abrite une institution démocratique, le Conseil d'État. Le Louvre, le château des rois de France. On ne peut réellement apprécier sa dimension que dans une perspective aérienne. Le Louvre n'a pas toujours eu l'apparence qu'il a aujourd'hui. L'histoire de sa construction commence au XIIe siècle et elle est très complexe. Plus que par son histoire, les visiteurs sont intéressés par la plus grande collection d'œuvres d'art du monde qui recouvre différentes périodes artistiques occidentales de l'Antiquité à nos jours. Voici la Vénus de Milo, un modèle pour bien des sculpteurs de l'Antiquité. La section égyptienne est renommée. Elle est présentée sur plusieurs des 200 salles. Les larges galeries du Louvre sont réservées à la peinture.
Les objets d'art du Moyen Âge et de la Renaissance sont incontournables. Compter le nombre d'œuvres majeures qui sont ici exposées, impossible. Même si la Mona Lisa de Léonard de Vinci ne doit pas manquer à l'appel. Des peintres français, italiens, flamands, espagnols et allemands sont représentés. Voici un célèbre autoportrait de Dürer. Et bien évidemment, Peter Paul Rubens, un des porte-paroles du style baroque. L'Infante de Velázquez. Et chaque génération est de nouveau fascinée par le peintre hollandais Rembrandt. Les salles sont aussi pleines de paysages de différentes époques. Ici un paysage modèle de Claude Lorrain. Ici une vue de Venise par Canaletto. Les maîtres du classicisme sont présents tels que l'Indre avec ses nus parfaits. Eugène Delacroix éternisa l'image nationale des Français dans son tableau « La liberté conduite par le peuple ». L'ancien côtoie le neuf, même au Louvre. On atteint la cour intérieure en passant par une pyramide de verre. Les critiques la décrivent comme une serre qui détruit l'harmonie de la façade. Ceux qui sont pour parlent du monument le plus osé et le plus beau de Paris. Mais les contradictions et les controverses font partie de Paris, tout comme la pyramide du Louvre. En face du Louvre, après le petit arc de triomphe, se trouve le jardin des Tuileries, la place de la Concorde avec l'obélisque, puis l'arc de triomphe et enfin la nouvelle arche du quartier de la Défense. Cela représente un axe d'environ 10 km à travers Paris. Chaque point que nous avons mentionné sur cette diagonale mérite d'être visité. Le jardin des Tuileries par exemple. Le parc fut aménagé en 1664 et est un des parcs les plus prisés de Paris, avec ses allées rêveuses, ses statues de maillots, ses bancs et ses kiosques. À l'entrée du jardin des Tuileries, la place de la Concorde, toujours très animée. C'est la plus grande rotonde du monde, qui fait 400 sur 200 mètres, qui était et qui est toujours la plus grande scène parisienne. Mais les pièces qu'on joua ici furent variées, comme le nom même de la place. À l'origine, à la gloire du roi. La place devait offrir un cadre digne de recevoir une effigie du roi à cheval. Puis, pendant les 13 mois de la Révolution, on guillotina ici plus de 2500 têtes. Enfin, on y dressa l'obélisque, un cadeau d'Égypte au roi citoyen Louis-Philippe. Au fait, on trouve aussi ici le jeu de paume, un musée qui auparavant exposait les tableaux des impressionnistes. Aujourd'hui, c'est un musée d'art contemporain. Napoléon rebaptisa ce théâtre de plein air en place de la Concorde. De nos jours, on y joue la pièce « Les temps modernes ». La place de la Concorde est un centre névralgique de la circulation parisienne et des flots de voitures s'y pressent en direction de l'Arc de Triomphe. Au nord de la place se trouve l'ancien opéra de Paris, le Palais Garnier. Le temple culturel de la bourgeoisie parisienne, le symbole du Second Empire, tout à fait dans le style de Napoléon III. Un architecte jusque-là inconnu, Charles Garnier, s'imposa contre une concurrence de 170 projets. La construction commença en 1862. On prit en considération les exigences pompeuses de la classe dominante et les besoins les plus modernes du théâtre de l'époque. Le faste atteint son sommet dans le foyer doré. De nos jours, l'opéra n'est plus techniquement à la hauteur. C'est pourquoi on a construit le nouvel opéra de la Bastille. Ce bâtiment est maintenant réservé au ballet. Haussmann rasa tout un quartier pour la construction de cet opéra.
Le boulevard du même nom, derrière l'opéra, le rappelle à nos mémoires. Sur ce boulevard se trouve le grand magasin le plus célèbre de Paris, les Galeries Lafayette. Tous les désirs s'accomplissent sous sa coupole magistrale. Les parfums, le chic et les accessoires de la vie parisienne. Si on ne veut rien dépenser, on peut quand même se régaler les yeux à peu de frais. C'est un plaisir d'assister à la rénovation de Notre-Dame à l'aube du XXe siècle. Pourtant, les habitués du grand magasin se fournissent ici en plan gratuit, offert par les Galeries Lafayette. Mais beaucoup d'entre eux ne serrent pas le cordon de la bourse. Après tout, Paris est la ville de la mode. Les grands couturiers dont les palais se trouvent rue de Rivoli et rue du Faubourg Saint-Honoré ne se gênent pas pour présenter, à intervalles réguliers, leur collection dans ce magasin. Flashback to the 30s. Soft velvet and shiny silk for Persian nights. This pretty dress presented by Nadine is signed by Boutique Soir. La brillance de la toile, la douceur du velours pour une nuit parisienne. Changement de plateau, mais sans quitter les quartiers de la rive droite. Nous avons escaladé la montagne de Paris, Montmartre. Enfin, juste une colline, mais qui semble dominer Paris. D'un blanc éclatant, on dirait qu'elle est couronnée par la basilique du Sacré-Cœur. Les architectes les plus renommés ont refusé son style bonbon. On dit que c'est un mélange improbable de style romain, byzantin et classique. Les touristes, eux, sont emballés par sa beauté et par son exposition exceptionnelle. Les amateurs d'art refusent, bien entendu, de se mêler aux touristes qui se pressent place du Tertre. Plutôt que de prendre des photos, on s'y fait dessiner. La petite place est toujours très visitée. Elle profite de la renommée des artistes qui avaient auparavant leurs ateliers sur la butte de Paris. Montmartre, jadis un chemin qui était difficile à gravir. Ce n'est pas étonnant que les loyers aient été bon marché. Qu'y avait-il ici, hormis l'église ? Ce que les artistes trouvèrent à l'époque abordable, d'autres le trouvèrent chic. Les cafés où l'on payait avec ses tableaux sont devenus des attrape-nigauds. Mais même de nos jours, on ne peut échapper à quelques pas de là au charme bucolique de cette colline. Et même ici, on en vient à parler du grand art. Ceux qui sont à la recherche d'œuvres de Salvador Dali y visiteront le musée Espace Dali. Œuvres plastiques et graphiques de cet Espagnol excentrique y sont représentées. Et puis, dans le cimetière Montmartre. On y trouve encore la tombe d'Émile Zola. Ses ossements ont été emmenés en 1908 dans la nécropole où reposent les grands hommes français, au Panthéon. D'autres personnalités y reposent aussi. Degas, le poète Heinrich Heine, Stendhal, Sacha Guitry et Truffaut. C'est plein de chats. La nuit, tous les chats sont gris, ici aussi. Mais pas tous les chats qui traînent à Montmartre. Comme entre la place Clichy et Pigalle, un quartier qui vit de la belle époque, mais qui pourtant n'est qu'un piège à touristes. Mais si l'on veut absolument vivre le vice à Paris, eh bien voilà. On en suit les traces, ici, mètre par mètre.
Pourtant, même ici, on devrait éviter de généraliser. L'art du showbiz, des excellents programmes et des dîners aux chandelles, l'art des shows télévisés et des prestations internationales, on le trouve aussi ici, le paradis latin. Au fait, ce n'est pas à Pigalle, et c'est tant mieux. Des extraits du programme, entre chansons, revues et cancans. Paris by Night. La nuit n'appartient pas qu'aux revues. Conduire de nuit sur les Champs-Élysées, c'est une aventure nocturne. Le spectacle permanent qu'offre Paris, ce spectacle des temps modernes, s'offre à nos yeux jour et nuit. Les Champs-Élysées, avec ses 10 voies, ne sont pas absolument représentatifs du bon temps. Le bon temps, c'était avant. On l'appelait la Belle Époque. Cette fin de siècle offrit à Paris, entre autres, un édifice qui mit en scène l'axe Champs-Élysées, dôme des Invalides, de manière efficace. Le Grand Palais, construit en 1900 pour l'exposition universelle, couronné d'un quadrige de bronze, fait partie de cette mise en scène. Le Grand Palais et ses 5000 mètres carrés d'exposition est un des plus grands centres d'exposition de la ville. Juste en face se trouve le Petit Palais. On accueille ici des collections parisiennes et des expositions itinérantes. Les deux bâtiments furent construits en même temps, mais tandis que le Petit Palais est encore d'un style baroque, le Grand Palais cache derrière sa façade une structure de fer et de verre. Les deux palais et le pont Alexandre III forment un ensemble. Le pont, avec sa pierre de taille, ses candélabres de bronze et ses ferronneries, surplombe la Seine dans un arc d'une longueur de 100 mètres. Nombreux sont ceux qui pensent que ce joyau de la Belle Époque est le plus beau pont de Paris. C'est un témoignage de l'alliance signée en 1892 entre la France et l'Empire russe tsariste. Le tsar Nicolas II et le président français déposèrent ensemble la première pierre. Le président de la République qui résidait, comme tous ses successeurs, à l'Élysée. La relève de la garde du matin s'effectue rue Saint-Honoré. Cette rue qui, d'autre part, est synonyme de haute couture. La République française est démocratique. Mais même les présidents républicains ont toujours su se dorer au soleil du prestige de la splendeur de Paris. Et quand l'occasion se présente, ils se montrent et se fêtent aux Champs-Élysées, que ce soit pendant des parades, des jours fériés ou des réceptions officielles. Cette avenue magistrale, souvent appelée la plus belle avenue du monde, n'était à la fin du XVIIIe siècle qu'un chemin pour sortir de la ville. On trouve aujourd'hui à Paris des rues bien plus belles qui ont été modernisées et commercialisées. Mais aucune n'est aussi représentative. Aussi à cause de l'Arc de Triomphe. Napoléon le fit construire en l'honneur de la grande armée française après les victoires de Marengo et d'Austerlitz.
Cet arc de 50 mètres de haut et de 45 mètres de large, qui avait été prévu pour la place de la Bastille, fut terminé sous Louis-Philippe en 1836. La Marseillaise devint célèbre. C'est une des 4 grandes sculptures latérales. Tout en haut de l'Arc de Triomphe se trouve un petit musée. Mais on grimpe les marches pour pouvoir apprécier d'en haut une vue fantastique. 12 grandes avenues partent de l'arc en forme d'étoile. Si l'on suit l'axe est-ouest qui part du Louvre, passe sur la place de la Concorde et l'Arc de Triomphe, et qu'on aille un peu plus à l'ouest, on y discerne au loin les quartiers de Nanterre et de la Défense. C'est là que s'est exprimé le Paris du XXe siècle. À partir de 1956, lorsque la guerre d'Indochine fut terminée, on assista à un développement économique et à un élargissement de la ville dans la région parisienne. La Défense a été construite pour accueillir des bureaux et des administrations. L'Arche s'y trouve depuis 1989 et est devenue le symbole de ce quartier éprouvette, provoquant de nouveau des controverses. Elle nous montre sans aucun doute la route de l'avenir. Au nord de la ville, à la porte de la Villette, on a aussi mis un accent futuriste, osé une architecture insolente et urbaine. Un parc des sciences, dans lequel on peut s'informer sur la technologie de l'espace. À la Géode, une boule d'argent énorme, on peut voir des films en 3 dimensions. Le moyen de transport le plus rapide à Paris, c'est le métro. Pour le retour, prenons notre temps et faisons donc une promenade sur le canal, de ce côté un peu moins connu de Paris. Par le canal Saint-Martin, avec ses vieilles écluses, nous rentrons jusqu'au cœur de la ville, la Bastille. Ce voyage romantique nous a confortés dans notre opinion. À Paris, on peut toujours découvrir quelque chose.